On est passé du métier d'artiste au métier d'artisan. Tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Mais je dis souvent que l'avant-vente, finalement, c'est le meilleur côté de la vente. Je pense que ça a été une sorte de déclic dans la vente de valeur ajoutée par rapport à de la vente plus transactionnelle. Et l'IA permet vraiment de jouer beaucoup plus loin avec cette notion d'interaction. Donc il y a un côté un peu électrochoc volontaire. Et il faut passer par cette étape de surprise, d'étonnement vis-à-vis du prospect. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et à être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Vive la Vente, j'ai le plaisir de recevoir Romain Pozzo di Borgo, VP Sales chez Opportunity. Ingénieur de formation, il occupe depuis ces 15 dernières années des postes dans la vente, principalement en management commercial et dans différents secteurs, notamment les télécoms et en SaaS. Il est maintenant chez Opportunity, une plateforme SaaS créée en 2005 qui combine intelligence artificielle, médias conversationnels ou encore vidéo-bot pour proposer une expérience client la plus omnicanale possible. Il reviendra pour nous sur tous les détails de cette proposition de valeur. En tout cas, leur offre visant à fluidifier, personnaliser et automatiser leur communication a déjà séduit des entreprises comme le Crédit Agricole, Suez ou encore La Redoute. Romain est arrivé chez Opportunity en août 2023 en tant que VP Sales. Son objectif, c'est accroître la performance de son équipe de vente et poursuivre le développement d'une entreprise qui génère déjà 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au programme de notre épisode, on lui a donc préparé les questions principales suivantes. Comment accompagner au mieux la performance de ses équipes? Le Sales Enablement, pourquoi, pour qui et surtout comment? Comment conduire également un management de changement dans une équipe de vente? Bref, en un mot, quelles sont les meilleures méthodes pour construire son organisation commerciale? Alors pour commencer avec notre question classique d'introduction, Romain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Comment est-ce que tu es tombé dans la vente? Oui, avec plaisir. Alors je suis tombé dans la vente en fait dès ma sortie d'école d'ingénieur, comme tu l'indiquais. J'avais fait beaucoup d'associatifs pendant mes études et je pense que ce goût pour les challenges, les projets à mener m'a amené assez vite vers de la vente. Et donc j'ai commencé sur un job d'avant-vente pour commencer chez un opérateur télécom. Et ensuite j'ai évolué assez rapidement sur du management commercial, dans la distribution de solutions IT et puis également chez des éditeurs de logiciels sur des enjeux de dématérialisation, d'éditique, d'automatisation de process. Et donc, comme tu l'as dit, j'ai rejoint Opportunity il y a 8 mois maintenant. J'aime bien dire que ça fait 15 ans que tu es dans la vente. Est-ce que c'est exact? C'est ce que je disais en introduction. Ça fait déjà depuis 2008 et on est en 2024. Ouais, c'est ça, le calcul est bon. Ouais, ça fait déjà 15 ans, en effet. Désolé. Pour continuer d'évoquer un peu le passé, est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle vente ou une qui te reste plus particulièrement en tête? Bien sûr, j'ai en tête une vente auprès d'un des principaux opérateurs télécoms français. Et en fait, ce qui a été intéressant dans cette vente, c'est qu'on était sur un cycle long et ça a été une vraie vente de valeur au-delà d'une vente transactionnelle. À cette époque-là, moi, j'étais plutôt sur la vente de produits. Ça, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Donc on se basait beaucoup sur finalement les prix d'achat pour ensuite constituer un prix de vente. Et je pense que ça a été la première vente où on est vraiment parti de ce que ça faisait gagner au client, quelle valeur il tirait de la proposition globale qu'on lui faisait pour sortir de simplement un système de prix d'achat, marge égale prix de vente et aller sur quelque chose de beaucoup plus fort. Et donc on a réalisé finalement une vente avec un niveau de marge qui était 3 à 4 fois supérieur par rapport à ce qu'on faisait habituellement. Et je pense que ça a été une sorte de déclic dans la vente de valeur ajoutée par rapport à de la vente plus transactionnelle. Ouais, c'est le parallèle que j'allais faire et plutôt l'opposition. Et je pense que ça t'a aussi appris à gérer de la vente grand compte et de la vente complexe à ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait, on pourra en rediscuter, mais il y a des particularités sur ce type de vente avec du multi-interlocuteur, des cycles un peu plus longs, des process IT qui peuvent être informatiques, qui peuvent être plus lourds également en interne. Donc il y a un peu d'agilité dont il faut faire preuve quand on adresse cette typologie de clients. Ouais.
Donc le milieu associatif te donne un peu le goût du challenge, le goût de la vente, le goût du dépassement de soi, entre guillemets. Tu commences à faire d'abord du transverse, un peu ce qu'on appelle du sales ops au départ, si je ne me trompe, et tu rentres dans plus de la vente pure et dure, et on en arrive à cette belle vente. Elle est de quelle année à peu près ? Alors c'était il y a 6-7 ans, c'était il y a 6-7 ans. C'est vrai que moi je suis pas rentré par la grande porte de la vente en tant que commercial directement, je suis passé par cette phase intermédiaire d'avant-vente. Mais je dis souvent que l'avant-vente, finalement, c'est le meilleur côté de la vente. C'est ce qui est le plus sympa parce que quand on est avant-vente, on intervient uniquement sur des nouveaux projets. On est uniquement dans la proposition de valeur, la démo, la mise en place de nouvelles solutions. Et on n'a pas les côtés qui sont, il faut le dire, un peu moins plaisants de la vente, qui peuvent être du juridique, du contractuel, etc. Voilà. Les relances. Voilà, les relances, la prise de rendez-vous, toute cette partie-là où voilà, c'est un peu moins fun, il faut bien le dire. L'avant-vente, c'est que les bons côtés, donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans mon envie de continuer vers de la vente à ce moment-là. Je pense qu'on en apprend beaucoup. Je pense à notre épisode avec Eden Red et François Allonge qui racontent que quand il vendait à des marchés publics, il s'est beaucoup concentré justement sur cette particularité de l'avant-vente parce que ça lui a appris à beaucoup mieux préparer ses rendez-vous, et on le dit souvent, il faut passer 2 fois plus de temps à les préparer qu'à les faire. Donc ça a dû te donner aussi une optique beaucoup plus professionnelle du métier de vendeur, de pouvoir pratiquer cet aspect transverse de la vente, justement. Ouais, on est dans quelque chose qui est beaucoup moins improvisé sur de l'avant-vente. On a plus le temps aussi de préparer finalement les rendez-vous, mais on est aussi plus attendu sur un certain niveau de technicité, de démonstration. On a cette casquette d'expert face aux prospects ou aux clients, et donc il faut évidemment assumer et assurer derrière ça. Donc oui, il y a un travail de préparation qui est plus important. Ouais. Et qui est devenu en plus... j'ai envie de dire relativement à la mode. Beaucoup d'entreprises se concentrent aujourd'hui sur la vente de valeur plutôt que la vente transactionnelle. Même quand il s'agit de produits justement plus transactionnels, on cherche à dégager tout le ROI possible pour son client, et on cherche à vendre encore plus au grand compte aujourd'hui. Donc on va pouvoir tirer toute la valeur de ces qualités-là. Et je voulais rebondir sur quelque chose parce que, et tu me dis si je me trompe, je pense avoir noté en préparant ce podcast que tu es un sportif assez accompli. Est-ce que tu fais souvent le lien entre performance sportive et performance professionnelle, et autrement dit, comment est-ce que le sport a pu t'aider dans la performance commerciale ? C'est vrai que je suis un passionné de sport d'endurance depuis un certain nombre d'années maintenant. Et c'est des sports qui sont évidemment exigeants et sur lesquels il y a un vrai goût de l'entraînement et de la préparation à avoir pour arriver prêt le jour J en compétition. Donc il y a beaucoup de parallèles à faire avec évidemment le métier de commercial. Strava est un CRM. Ouais, c'est ça. Ce qui n'existe pas sur Strava, n'existe pas tout court. C'est exactement ça. Donc oui, il y a pas vraiment de part. On essaie de minimiser la part d'improvisation, même si au même titre qu'en rendez-vous client ou en compétition, il y a des imprévus et ça se déroule pas toujours comme on l'avait imaginé. Néanmoins, cette phase de préparation, elle permet de réduire le risque finalement, et puis mieux on est préparé, plus finalement on va maximiser les chances d'aller chercher un chrono, une place ou une vente. On revient un peu à aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs la proposition de valeur d'Opportunity ? Opportunity, on va répondre à 3 enjeux chez nos clients. Premier enjeu, on va améliorer la joignabilité. C'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment. Toutes les entreprises essaient de mieux joindre leurs prospects, leurs clients, dans des logiques de conquête ou de fidélisation ou de rétention notamment. Donc ça, c'est un premier enjeu qu'on va adresser avec Opportunity. Deuxième enjeu, on va travailler sur une notion un peu plus héroïste de gain de productivité, d'efficacité finalement au quotidien et de génération de revenus. Voilà, quelque chose qui est un peu plus palpable et calculable, on va dire. Et le troisième enjeu, c'est que le métier de la relation client et de l'expérience client au sens large, il est régi par beaucoup de réglementations. On parle de la CNIL, de la RGPD, de la DGCCRF, de l'ARCEP. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'organismes qui imposent des contraintes. Et il faut composer avec, et ça évolue. Et nous, notre plateforme, elle permet aussi finalement d'être compatible et de répondre à ces exigences-là. C'est clair et net. Est-ce que tu as fait évoluer la proposition de valeur depuis ton arrivée chez Opportunity ? Tu es arrivé en août. Est-ce que les choses ont un peu changé avec ton arrivée dans, par exemple, la segmentation client, la manière d'approcher certains ICP ? On a formalisé un certain nombre d'éléments j'ai formalisé un certain nombre d'éléments depuis que je suis arrivé. Et en fait, le fait de formaliser amène forcément à une certaine notion de synthèse et puis de mots justes. Et donc, quand on fait ce travail de finalement coucher sur le papier ses pensées ou
ou des conversations ou des pitchs, on doit aller à l'essentiel. Et donc finalement, ça nous amène logiquement à ajuster aussi certains éléments de langage, à préciser des personas ou à préciser sa proposition de valeur. Voilà, le choix des mots, le détail des mots est important à ce moment-là. Ouais. Je crois me souvenir que tu as justement homogénéisé votre boucle de vente. Tu as aussi créé un guide pour bien pratiquer le CRM. On le disait tout à l'heure, ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a entendu souvent dans le podcast d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place quand on veut à la fois faire un bon book de vente et quand on veut faire un bon guide d'utilisation du CRM, si tu peux revenir dessus rapidement. Je pense que ce qui est important, en tout cas quand on arrive dans une organisation qui est en phase de structuration, c'est d'avoir les idées claires sur un certain nombre de piliers. À mon sens, il y a 3 piliers qui sont importants, qui vont vers la performance. Le premier, c'est toute la notion de sales enablement, de formation. Le deuxième, ça va être la notion de process pour suivre finalement tout ce qu'on va mettre en place. Et le troisième élément, c'est tout ce qui va être la mise en action, les plans d'action. Voilà. Et c'est ces 3 éléments sur lesquels il faut composer et jouer pour aller vers une mise en performance du dispositif. Si on revient sur les 2 premiers, le sales enablement et le process, j'ai mis en place avec les équipes un playbook, un guide de vente. Et l'objectif, c'était vraiment de capitaliser sur tout ce qui existait, toute la connaissance de l'entreprise, des commerciaux, vis-à-vis de la vente. Voilà, le 360 degrés de la vente. Chacun a ses points forts. Et le but, c'était de mettre ça à plat, de prendre le meilleur de chacun, de l'écrire et ensuite de le rediffuser à l'ensemble de l'équipe commerciale. Ça permet déjà très rapidement de gagner finalement en efficacité. Voilà, tout le monde progresse en se basant sur les points forts. Puis deuxième élément, ça devient un référentiel sur lequel on peut s'appuyer pour le coaching et puis travailler en itération successive pour aller vers une meilleure qualité au fil de l'eau. Donc ça, c'est la partie sales enablement. Partie process, même reflet finalement. Tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Et donc là-dessus, j'ai travaillé sur un guide d'utilisation de notre CRM et l'objectif, c'était vraiment que ce soit le reflet de la méthode de vente. Donc on a modifié un certain nombre d'éléments dans le CRM pour que vraiment ça reflète la qualification des affaires, des questions autour du cycle de décision, des critères de décision et que ce soit visible de tous de manière aussi à minimiser la part d'incertitude sur une affaire. Toujours sur le fait de pouvoir minimiser les imprévus, je te suis très bien là-dessus et tu disais un truc intéressant, tirer les meilleures pratiques de chacun afin de pouvoir les partager avec la collectivité. C'est quelque chose dont on discute beaucoup dans le podcast. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans une nouvelle expérience commerciale pour essayer justement de capter les meilleures pratiques des meilleurs commerciaux ? Plusieurs manières à ça. Déjà, la chance que j'ai eue en arrivant, c'est que je suis arrivé dans un environnement où commercialement, l'équipe est très curieuse, très ouverte au changement et avait vraiment cette soif de continuer à progresser. Donc déjà en termes d'état d'esprit, on gagne énormément de temps dans la mise en place finalement de ce type de support-là. Deuxième élément, on va travailler à différents niveaux. Il va y avoir déjà un travail d'observation en rendez-vous client. Voilà, ça passe forcément par ça, entre ce que dit un commercial et ce que fait un commercial. Et forcément il y a un écart qui est souvent inconnu du commercial, il pense que, et puis dans la réalité ça se passe autrement, dans le bon sens comme dans des sens moins bons d'ailleurs, parfois il fait des choses très bien, ça paraît banal pour lui et c'est quelque chose d'excellent qu'il faut au contraire formaliser et mettre en avant. Voilà. Donc il y a toute une phase d'observation terrain au début qui est indispensable et puis quand on commence à identifier finalement des points d'accroche, des points d'adhérence, on va travailler sous forme de workshop, d'ateliers de travail en petits groupes, 3-4 personnes, de manière à partager, formaliser et pouvoir coucher sur le papier finalement ces pratiques. Est-ce que ça tourne par exemple souvent autour du fait que des bons commerciaux peuvent réussir à soulever les bons points de douleur chez leurs clients ? Tu vas essayer de récupérer les bonnes questions qu'ils ont su inventer pour eux-mêmes et essayer de les partager à la collectivité. Oui, exactement. Ça passe notamment par ce type de bonnes pratiques-là. Ça passe par aussi, dans toutes les entreprises, il y a souvent des clients, on va dire, avec plus de proximité que d'autres, des clients plutôt leaders ou plutôt champions, avec lesquels on peut avoir aussi des discussions
un peu plus informels et sur lesquels ils peuvent nous amener une certaine connaissance des enjeux du marché, de leur fonctionnement. Et donc ça permet aussi, en complément évidemment des bonnes pratiques des commerciaux, d'aller un peu plus loin dans la formalisation de ces bonnes pratiques. Être dans la culture du feedback finalement avec ses propres clients. Oui, tout à fait, exactement. Le feedback se fait à différents niveaux. Comme Et là, ça peut être sur leur état de marché, tu le disais, leur secteur, tout comme ça peut être sur les bonnes pratiques que vous avez mis en place dans ces cycles de vente-là. Donc c'est vrai que si les auditeurs qui nous écoutent peuvent aussi, s'ils ne le font pas encore, saisir l'opportunité de demander à leurs clients, à leurs bons clients, ce genre de bons conseils, c'est une bonne première pratique. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On dit qu'on va ouvrir le capot de ta machine de vente habituellement sur ce podcast. Comment est-ce que vous êtes organisé commercialement chez Opportunity aujourd'hui ? Est-ce que tu as fait évoluer des choses ? Combien est-ce que vous êtes ? Alors, au sein de l'équipe commerciale, il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui. On a une organisation assez classique avec des sales exécutifs qui s'occupent plutôt de la partie prospection et puis du cross-sell, de la vente additionnelle forte chez nos clients. On a également un ingénieur avant-vente et puis on a une équipe de chargés de relations clients qui s'occupe finalement d'embarquer les clients dans l'utilisation de la plateforme et s'assurer que l'usage et la satisfaction sont au rendez-vous. On se cherche encore sur la partie pure prospection téléphonique avec des profils type BDR, SDR. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Donc, dispositif assez classique aujourd'hui. Ce qui a évolué en fait depuis 8 mois, il y a deux grandes choses qui ont été mises en place. Première, j'ai recruté un ingénieur avant-vente, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ça nous posait notamment des difficultés en phase de déploiement où les commerciaux avaient tendance à finalement vendre sur ce que le client demandait et non pas vendre en fonction des capacités de notre outil, de notre plateforme. Alors que parfois ça se joue à quelques détails près et ça peut avoir des incidences de décalage sur finalement l'installation du client sur la plateforme. Et on sait que la particularité du SaaS, c'est que chaque jour perdu n'est pas rattrapé finalement, notamment sur des approches à l'usage. Donc ça, le fait d'avoir mis un avant-vente qui finalement est garant d'une faisabilité, on gagne dans du déploiement et dans la mise en place des projets. Premier élément. Deuxième élément, on avait des sales exés qui avaient quand même des rôles très opérationnels dans la gestion courante des comptes. Et donc forcément, une bande passante qui était pas assez importante sur le nouveau logo, le nouveau business. Et comme on sait que le nouveau logo et le nouveau business, c'est le plus difficile, naturellement, les commerciaux ont tendance à se focaliser sur la relation client au quotidien. Et donc, en arrivant, j'ai réorienté l'ensemble du dispositif vers le nouveau business. Les commerciaux sont vraiment concentrés dessus et c'est plutôt les chargés de relations clients qui vont même faire de la petite vente additionnelle, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, et puis gérer tout le reste de la relation client. Donc il y a aussi de la problématique de génération d'opportunités, puisqu'on parlait de SDR, de nouveaux business. Comment est-ce que vous générez des nouvelles opportunités chez Opportunity, justement ? Alors aujourd'hui, on a un fonctionnement et une culture qui est très sortante, outbound, à savoir on va pratiquer de manière assez classique du call calling, des emails, des appels, etc., des sessions phoning pour générer du rendez-vous. On est présent dans plusieurs groupes professionnels pour également finalement évangéliser la bonne parole, nous faire connaître et puis utiliser ces moments pour faire de la prise de contact, tout simplement. On est présent sur les principaux salons de la relation client. Il y en avait un il y a quelques jours à Paris. Il y en a un en général au mois de septembre sur Cannes. Donc c'est des moments également importants et qui génèrent beaucoup derrière de rendez-vous et de business. Ça, c'est notre fonctionnement actuel. Donc on est quand même sur un fonctionnement assez sortant. Et puis de plus en plus, on essaie d'aller vers de l'inbound avec notamment plus de communication sur notamment LinkedIn, de la newsletter de façon plus régulière. On n'a pas encore des webinaires également ponctuellement, de la Web TV, on a des partenariats là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on doit encore se renforcer, qui est un peu moins dans l'ADN d'Opportunity aujourd'hui, mais ça doit venir vraiment en complément des actions d'outbound qui sont menées. Ouais. Tu prêches un convaincu sur le contenu et son importance. Dans l'équipe d'une quinzaine de personnes dont tu parlais en termes d'un point de vue commercial, est-ce qu'il y a des fonctions marketing qui étaient comptées là-dedans ou les fonctions marketing sont ailleurs ? Oui, les fonctions marketing sont ailleurs. Alors aujourd'hui, on a une personne principalement qui est dédiée à l'activité marketing et qui est
pas dans ce dispositif pour le moment, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une culture commerciale distincte chez vous quand tu es arrivé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a saisi? Je me souviens que quand on en avait parlé pendant la préparation de ce podcast, il y a déjà un bon moment, tu m'avais dit que tu avais des commerciaux assez curieux avec déjà de bons process qui justement étaient plutôt avides de progrès dans leur méthode. Et ça t'avait aidé. Est-ce qu'il y a d'autres traits caractéristiques de ta force de vente? Oui, ce qui m'a vraiment surpris et vraiment dans le bon sens quand je suis arrivé, c'est une vraie culture de l'entraide et une curiosité finalement hyper forte et une soif de changer et d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie lucidité sur le fait qu'aujourd'hui, le geste n'était pas toujours efficace. Et donc il y avait déjà cette prise de conscience à finalement lever le doigt en disant comment est-ce que je peux faire mieux. Et quand on arrive dans une équipe avec cet état d'esprit, on gagne déjà entre 6 et 9 mois par rapport à une équipe où sur des mécaniques de conduite de changement, il y a déjà la prise en compte, la prise de connaissance qui est une étape importante. Là on était déjà à un stade avancé. Parce que quand j'ai mis en place notamment le playbook ou le guide d'utilisation du CRM, plusieurs commerciaux sont venus me voir en disant c'est super, merci d'avoir mis tout ça en place. Ce qui est quand même assez curieux en général. Il y a assez peu d'organisations où les commerciaux viennent te voir en te disant merci d'avoir formalisé et d'avoir mis en place un guide d'utilisateur. Voilà. Qu'on va se forcer à suivre pour gagner en efficacité. Oui, tout à fait. Je le conçois bien. C'est quoi les étapes et la durée de votre cycle de vente en général? Est-ce que tout ça est lissé? Et tu le disais tout à l'heure, ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Comment est-ce que du coup tu mesures tout ça? Alors sur les cycles de vente, on est entre 4 et 6 mois environ. Donc c'est des cycles de vente qui sont moyens. Comme on adresse des grands groupes, il y a toujours, je dirais, une part de temps incompressible liée notamment aux impératifs des grands groupes, notamment sur des sujets de type sécurité juridique, RGPD notamment. Mais ça reste des cycles de vente qui sont quand même souvent sous une année et on en parlera tout à l'heure, mais on essaie toujours aussi d'accélérer ce cycle de vente par certains mécanismes. Je voulais aussi te demander tout à l'heure, c'est quoi la seniorité de tes sales exec? On est sur des profils qui sont quand même plutôt seniors, une quinzaine d'années d'expérience dans le commerce, pas forcément chez des éditeurs de logiciels. Il y a des profils qui viennent d'autres environnements. Mais donc une certaine expérience de la vente de manière globale, d'où aussi certainement cette lucidité sur le fait je me rends compte que à certains points j'ai tendance à griller des cartouches un peu inutilement. Comment est-ce que je peux être plus efficace dans mon quotidien? C'est certainement lié à ça aussi. Et aussi le questionnement sur l'intérêt d'avoir, j'imagine, des nouveaux logos qui peut être aussi on va dire qu'il peut leur venir naturellement. Lors de notre préparation, et là t'en reparlais, tu me disais que tes commerciaux ils se concentraient principalement sur de la vente grand compte, on parle du CAC 40, du SBF 120. Comment est-ce que ça impacte vos méthodes de vente? Comment est-ce que vous approchez finalement cette vente complexe et grand compte? Tu le disais tout à l'heure, on tourne autour de 12 mois. Comment ça impacte vos méthodes? Le principe de l'approche grand compte, c'est que on est évidemment à l'opposé du mass market. Donc on a un marché adressable qui reste assez petit, alors plusieurs centaines de comptes, mais on n'est pas sur un marché PME ou OTI où finalement on va adresser 20, 50 000 cibles potentielles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre de griller des prospects. Donc comment est-ce qu'on ne grille pas les prospects? On est obligé d'aller quand même sur éviter le prêt-à-porter, aller sur du sur-mesure ou du quasi-sur-mesure. Et donc on n'a pas mis en place des mécanismes de mass mailing. Par exemple, et on va être sur typiquement des mails qui sont ultra personnalisés à chaque fois en fonction des enjeux. Alors évidemment on a une trame pour gagner en efficacité, parce qu'il faut toujours trouver le bon ratio entre personnalisation et puis quand même gain de temps, mais on essaie en tout cas d'aller vraiment sur du cousu humain dans les approches qu'on mène, tout à fait. Est-ce que tu as déjà réussi à récupérer un client qu'on croyait grillé dans une expérience professionnelle précédente, quelque chose de pas évident, et parfois ça peut bien fonctionner en mode on n'avait pas réussi à arriver jusqu'au bout avec vous, est-ce que vous voulez nous dire pour telle raison? Tu sais, la fameuse prise de contact de récupération qui peut parfois finalement générer du business. J'ai plusieurs exemples en tête, mais de manière globale, le sujet reste le même, c'est que c'est pas parce qu'un client ou un prospect a dit non à un moment que le non il est définitif. Il y a plein de choses qui peuvent arriver entre-temps. Les interlocuteurs peuvent changer, la direction peut changer, le marché peut évoluer, la réglementation également peut être amenée à
évoluer, et donc un nom est jamais définitif finalement. Et le fait de garder le lien dans la durée avec des prospects, et ben ça finit toujours par payer finalement. Ça finit toujours par payer parce que au bout d'un moment, la personne, il va y avoir une opportunité. Si le partenaire en place commet une erreur entre guillemets, et qu'on a été là depuis le début, ça c'est une opportunité. Si le projet s'est pas fait parce que finalement il s'est pas fait tout court, des nouvelles directives peuvent aussi amener à une nouvelle opportunité. Donc de manière globale, il faut toujours garder le lien avec son réseau. L'inbound aide beaucoup à ça finalement, parce qu'on va amener quand même un peu plus d'automatisation pour garder le lien, mais les environnements sont tellement mouvants que ça peut évoluer. Et pourtant, les commerciaux, de manière générale, détestent finalement retourner voir des prospects chez qui ils ont eu un no. Enfin voilà, c'est cognitif aussi. C'est exactement, c'est vraiment pas naturel. Et voilà, c'est vrai que le fait d'arriver en tant que nouveau manager, c'est aussi un bon prétexte, on va dire, pour retourner voir avec un œil neuf des clients, etc., qui étaient pas forcément, ou des prospects qui n'étaient pas forcément intéressés. Retourner la terre et tâcher de semer à nouveau, quoi. C'est ça. Et il y a aussi une notion souvent de niveau d'interlocuteur en face, c'est-à-dire qu'on a souvent des noms, et curieusement, c'est ça, on a souvent des noms par des interlocuteurs qui sont plus opérationnels, et plus on va monter dans les strates clients, plus on va avoir des personnes qui ont une vue globale finalement de leur organisation, et qui par définition sont prêts à tester un peu plus de choses et prendre plus de risques. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter aussi à un moment à monter dans les strates pour créer une réaction, que de rester au niveau opérationnel où là on a un peu plus souvent des noms, je trouve. J'ai une question qui me vient, un peu plus impromptu, on va parler un peu plus cartographie de compte. Comment est-ce qu'on monte dans les strates? Je parle par exemple de Zoom Info, de LinkedIn Sales Navigator. Comment est-ce qu'on arrive à correctement cartographier un compte pour remonter au bon interlocuteur, identifier son champion, son coach, etc. Est-ce que tu as des bons tips sur ce sujet? Je pense que c'est un ensemble de bonnes pratiques là-dessus. Moi, je crois beaucoup, de plus en plus, vraiment au fait de passer par des interlocuteurs qui sont au CODIR, des entreprises, ou quasiment en tout cas des patrons de BU, pour aller vers de la décision. Il y a d'une certaine manière une certaine régularité dans les interactions qu'on doit avoir avec eux. C'est-à-dire que si on envoie des mails, ça ne va pas répondre au bout de 2, 3, 4 mails. Donc il faut vraiment se forcer à alimenter le prospect de manière régulière. Si les mails ne touchent pas, tu finiras par le croiser en septembre à Cannes, lui dire que justement c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but du mail, c'est que ils répondent OK, mais en fait il faut être assez clair. Très peu de gens répondent aux mails lorsqu'on propose des rendez-vous. Très peu. Même si vous faites pas de mass mailing et que vous avez des approches personnalisées, il faut... Exactement. En fait, les gens, ils lisent, dans le meilleur des cas, et c'est déjà bien, ils lisent le mail, et puis comme tout le monde, ils reçoivent centaines de mails par jour, plus, et du coup ils passent au mail suivant, ils n'ont pas répondu, et puis instantanément ça disparaît dans le vortex des emails non répondus. Par contre, une fois que si on arrive à l'avoir au téléphone ou à le croiser à un événement, en effet, le fait d'avoir appuyé d'email, ça va permettre de créer ce bris de glace et de créer une accroche qui va permettre d'aller vers le rendez-vous plus facilement. Ouais, tout à fait. Et l'autre question qui me venait tout à l'heure, c'était quand on parlait de la maturité d'un marché client. Là, c'est encore moi qui vais faire un anglicisme et je vais passer de must-have à nice-to-have. Parfois, on passe de l'un à l'autre pour un client selon la maturité de son marché. Toi, au moment de rejoindre Opportunity, du coup, il y a 1 an, qu'est-ce qui te séduit dans la solution? Qu'est-ce qui fait que tu as aussi envie de rejoindre Opportunity à ce moment-là, à la fois de ta carrière et de la maturité de leur solution, enfin de votre solution? Il y a plusieurs choses qui me séduisent quand je décide d'aller chez Opportunity. Il y a évidemment le marché, le produit, qui est... que tu connaissais déjà du coup. Que j'avais aperçu et qui est très innovant. On est évidemment sur tous les sujets liés à l'IA générative, notamment les avatars, etc. Donc c'est des sujets sur lesquels on est précurseur et qui secouent le marché de la bonne manière. Ça réouvre des portes en fait, tous ces sujets-là. Et puis le fait d'arriver dans une organisation qui est pas, je dirais, parfaitement huilée comme le peuvent être des gros éditeurs de logiciels anglo-saxons. Voilà, pour se dire les choses, avec des choses à construire, ma patte à apporter aussi concrètement.
et donc un terrain de jeu et une autonomie qui est importante et intéressante dans cette organisation. Voilà, donc c'est vraiment le double challenge qui m'amène à rejoindre Opportunity à ce moment-là. C'est marrant parce que ça rejoint tout à fait ce que nous disait Martin-Pierre Gauthier, invité de Lemonway, qui parlait de la souplesse qu'il pouvait mettre dans son activité professionnelle, et ça rejoint aussi l'ambition que vous voulez porter avec le changement des méthodes, et on l'a dit tout à l'heure, on va parler justement de management du changement, mais je vais maintenant parler de vos méthodes. J'avais envie qu'on se penche un peu sur l'IA que tu évoquais. Bon, j'improvise encore une nouvelle question. Dans quelle mesure vous reposez sur l'intelligence artificielle chez Opportunity ? Comment est-ce que ça, justement, forme votre proposition de valeur aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous, on est, comme je te disais, sur des enjeux qui sont autour de la joignabilité et de la productivité, ce qu'on évoquait. Et donc l'IA va finalement amener des étapes supplémentaires sur ces enjeux-là. Concrètement, c'est quoi ? C'est que l'IA permet d'aller vers des discussions qui sont beaucoup plus conversationnelles et des niveaux d'interaction qui sont largement supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. On passe de l'algorithme simple à vraiment une vraie discussion, que ce soit sous forme de chatbot ou sous forme d'avatar finalement. Et c'est l'IA qui amène cette richesse du langage en complément à de la connaissance client. Et donc ça crée un effet qui est assez captivant finalement pour le client final, où il va avoir des discours ultra personnalisés, très réels et du coup très captivants face à lui et sur lequel il va pouvoir interagir. On dit souvent que à mon sens, il y a deux éléments pour maximiser finalement cette joignabilité et susciter l'attention. C'est à la fois d'aller sur de la personnalisation, mais aussi sur de l'interaction. Et l'IA permet vraiment de jouer beaucoup plus loin avec cette notion d'interaction et des questions ouvertes, notamment ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, où on était plutôt dans des arbres de décision ou des arborescences avec des oui-non ou des choix multiples. Là, on élargit le champ des possibles. Des chatbots bien programmés, sans machine learning, et du coup, aucune adaptation et donc aucune interaction. Et ça aide à finalement séduire les clients de vos clients, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de Suez, la Redoute. Comment est-ce que votre solution, elle s'implémente chez ces clients-là ? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux, en fait, pour ces grands comptes, littéralement parlant ? Alors, quand on adresse des grands comptes, que ce soit ceux que tu as évoqués ou d'autres, on a plusieurs éléments qui vont plaire. Le premier élément, c'est une vraie agilité dans notre organisation. Ces groupes-là, finalement, ils sont très structurés, très organisés et du coup, il y a une vraie inertie, que ce soit dans les décisions ou dans les projets. Notamment au niveau, quand on parle de projets informatiques, je pense que toutes ces entreprises-là, j'en suis même sûr, à chaque fois que, pour les auditeurs qui travaillent avec des directions informatiques, à chaque fois, il faut finalement prendre son ticket, faire la queue pour demander des évolutions produits, etc. Et donc, c'est très long. Et donc, nous, en étant une petite structure, finalement, on va avoir une sorte d'agilité et ça va être une sorte de DSI externalisé auprès de ces structures-là. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Deuxième élément, nous, on a vraiment une casquette de spécialistes, finalement, sur le marché de la relation client. Et ces entreprises-là, elles cherchent aussi un savoir et une spécialité quand on discute avec eux. Externaliser en quelque sorte l'efficacité de sa relation client, ça va me servir pour la diffusion de ce podcast, je te remercie. D'autres chiffres vont également me servir pour la diffusion de ce podcast et c'est les chiffres suivants. 40 personnes, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà assez gargantuesque quand on rapporte tous ces chiffres finalement au business que vous générez, avec le nombre de collaborateurs que vous avez. Mais tu vas peut-être me voir un peu venir. Qu'est-ce que vous allez faire mieux ? C'est quoi les pistes de progression ? On parlait notamment de génération de leads, de newbies, de peut-être créer une équipe SDR ou en charge de justement apporter de nouvelles opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois venir dans les prochains mois, dans les prochaines années pour vous ? Ouais, le marché et le potentiel est vraiment énorme. On a de manière très concrète, on a plusieurs choses qui vont accompagner la croissance. Déjà, on s'ouvre à l'international. Donc, on ouvre un bureau en Espagne dès cette année. Barcelone ou Madrid ? Alors, pour l'instant, on sera plutôt sur Barcelone dans un premier temps. Donc voilà, donc on s'ouvre à l'international. On a déjà aujourd'hui des clients français qui ont finalement des entités frontalières avec qui on travaille, notamment en Belgique. Mais ça nous permet d'aller un cran plus loin dans le marché en dehors de la métropole. Pour revenir sur Barcelone très brièvement, l'idée c'est de mettre une équipe de prospection justement là-bas ?
Alors on commence par en effet des fonctions commerciales. Ce qui est assez courant, parce que ça me fait penser à notre épisode avec Skello, qui est aussi une belle boîte et qui ont eux une très belle équipe de prospection justement à Barcelone. C'est pour ça que je te posais la question. Alors je sais pas si on ira sur un dispositif. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des équipes de prospection SDR basées à Barcelone. Voilà, nous on va plutôt aller sur vraiment de l'account management et du key account management là-bas. Voilà. Et pour conquérir l'Espagne ou tous les pays hispanophones, voilà, pour l'instant l'Espagne. Voilà, c'est déjà c'est déjà un gros marché, donc on va y aller pas par pas sur ce marché-là. Donc ça c'est le premier axe, l'international. Deuxième axe, on en a parlé, l'IA générative qui ouvre finalement de nouvelles portes. Je le disais tout à l'heure, les oreilles de nos prospects sont grandes ouvertes autour de ces sujets-là, et donc sur un marché qui était peut-être un peu moins chamboulé ces dernières années, l'IA va finalement créer des opportunités pour des rendez-vous de découverte et de prospection, et donc évidemment il faut en profiter. Et puis dernier élément, c'est que sur le marché français, il y a encore énormément d'opportunités sur des verticaux, donc on a largement de quoi faire. Quelles sont les objections les plus courantes que vous rencontrez? Parce que là, vous battez le fer tant qu'il est chaud. Qu'est-ce qui peut finalement vous freiner? Alors l'objection vraiment classique, c'est la notion de service informatique. Notre IT, notre service informatique est débordé. Ça, c'est une vraie objection qu'on a, bien au-delà de la notion de prix ou de propositions de valeur qui sont assez vite balayées. Il y a vraiment la notion, et c'est un vrai frein aujourd'hui sur lequel on se bat tous les jours, de comment est-ce que j'ouvre mon environnement, moi, grand compte, à opportunity pour finalement créer derrière et automatiser un certain nombre d'interactions. C'est la principale objection qu'on a aujourd'hui, et donc on y répond de différentes manières, cette agilité dont je parlais, mais aussi la notion de procéder par étapes, c'est-à-dire qu'il faut, on a vraiment une stratégie land and expand, donc mettre un pied chez le client et ensuite se développer petit à petit. Voilà, petit à petit. Donc on part volontairement sur des solutions qui sont assez peu intégrées dans un premier temps, et petit à petit, à mesure que le volume grandit, on s'intègre plus et on élargit le champ de la solution. Et j'imagine que dans cette adaptabilité technique que vous devez avoir pour vos clients, le fait que tu aies instauré un nouveau poste qui est l'ingénieur avant-vente, si je le dis correctement, peut justement aider à gagner en souplesse, en agilité sur ces questions. Ouais, c'est hyper rassurant pour les clients, les prospects, d'avoir un interlocuteur technico-commercial face à eux. Et puis notre ingénieur avant-vente a trouvé sa place en quelques semaines finalement dans ce nouveau dispositif, parce que une création de poste, on se pose toujours la question à un moment, est-ce que ça va être bien aligné? Et puis en l'espace de quelques semaines, son agenda est complètement rempli et il amène une vraie valeur au sein de l'équipe, et il est en permanence sollicité pour justement évoquer ces sujets. Puis ces aspects techniques-là, ça doit être pas forcément évident à onboarder au début pour que tout se fasse rapidement. Donc le fait que tu précises qu'en quelques semaines tout s'est fait de manière si rapide et efficace, c'est tout à son honneur. Donc c'est important de le souligner. Comment est-ce qu'on recrute correctement un ingénieur commercial justement pour qu'il ait cette bonne assertivité technique? Sur la partie commerciale, il y a deux qualités qui sont de manière globale. Quelles sont les qualités d'un mot commercial? On pourrait reformuler un peu comme ça. Ouais. Sympathique et crédible. Voilà. Globalement, c'est les deux sujets. La sympathie, ça va être la capacité de se dire, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec lui? Est-ce que la conversation est agréable et intéressante derrière? Et puis la crédibilité, c'est finalement le côté rassurant, dans le sens, je peux lui faire confiance, c'est quelqu'un de sûr et il connaît son sujet. Donc on va aller chercher de l'expertise, du marché derrière. Selon les profils, on a évidemment chacun des points forts. Il y a des commerciaux qui sont très, très naturellement sympathiques. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus difficile à travailler, cette notion de sympathie. Et de soft skills, ça se forme moins. Exactement, ça se forme moins. Et la notion de crédibilité, pour le coup, là, il y a de la matière à aller chercher, parce qu'on va parler de savoir, de savoir-faire, de savoir. De posture également. De posture, et ça, c'est des éléments qu'on peut travailler avec une connaissance du marché, du playbook et d'autres. Est-ce que tu bosses aussi sur l'assertivité technique de tes commerciaux? Parce que comme ça, ils peuvent finalement gagner du temps, pallier aussi au fait d'avoir à appeler l'ingénieur d'avant-vente. Comment est-ce qu'on fait gagner en technicité vraiment sur votre produit et sur l'assertivité dont on parlait son équipe commerciale? C'est vraiment une très bonne question que tu me poses. On est justement dans cette phase-là aujourd'hui. En arrivant, j'ai dû choisir mes chantiers, mes priorités.
le fait de mettre un ingénieur avant-vente, ça a tout de suite fait finalement progresser et cranter le dispositif sur les sujets qu'on évoquait. Et là, on rentre à partir de maintenant dans la montée en compétences techniques des équipes. Et là, c'est finalement l'ingénieur avant-vente qui va aussi m'aider à formaliser finalement un cursus de savoir faire une démo, personnaliser les questions techniques, etc. Donc je vais travailler avec lui pour mettre ça en place et finalement l'amener sur les sujets qui nécessitent une vraie expertise technique. Et faire gagner un peu du temps à tout le monde. Oui. C'est hyper intéressant et on le répète, vous êtes une quinzaine de personnes dans l'équipe commerciale, 40 au total. Ça veut dire qu'il y a 25 personnes qui sont chargés des fonctions support, produits, techniques, marketing, on en parlait tout à l'heure. Combien de personnes sont sur justement l'évolution du produit et comment est-ce que vous, avec votre ingénieur avant-vente, vous peut-être contribuez à faire évoluer le produit en lui-même? Alors on a une dizaine de personnes qui sont sur les évolutions produits. Les évolutions produits, finalement, elles arrivent dans le SaaS, très souvent elles arrivent de deux manières, c'est-à-dire elles arrivent par la feuille de route, la roadmap produit, en disant cette année, voilà finalement la feuille qu'on se donne et les évolutions importantes. Et puis les retours clients. Et puis les retours clients, exactement. C'est-à-dire qu'on a forcément des demandes clients qui vont profiter à l'ensemble des autres clients étant donné qu'on est sur du SaaS. Donc c'est un exercice qui est jamais facile parce que il faut souvent prioriser, déprioriser entre qu'est-ce qui est plutôt du produit, qu'est-ce qui est plutôt du projet. Et donc on jongle pas mal entre ces deux éléments-là selon les enjeux du business, la criticité et là pour le coup il faut vraiment distinguer l'urgent de l'important. Exactement. Sur ces sujets. Ce que j'allais dire, tout est bon à faire, mais qu'est-ce qui est le plus important, quoi. Voilà. On parlait de personnalisation tout à l'heure et pour toi, tu me l'avais dit, la valeur ajoutée du commercial, elle est sur le fait d'être capable de s'adapter et de personnaliser. Ça fait aussi pourtant partie de votre proposition de valeur et de l'automatisation avec l'intelligence artificielle que vous savez mettre en place. Comment est-ce que tu fais pour que la personnalisation chez tes commerciaux ne soit pas trop chronophage? On parlait d'homogénéité des supports que vous pouvez mettre à disposition, justement, je l'évoquais. Comment est-ce qu'on fait pour bien personnaliser ces approches et rapidement? Quand on a mis en place le playbook, dans le même temps, on a évidemment travaillé sur une uniformisation des présentations commerciales et des discours. Ça fait partie des éléments sur lesquels on a travaillé. L'objectif, c'est de partir d'une structure qui doit toujours être la même, finalement, une sorte d'ossature. Et autour de cette ossature, on va finalement avoir des jeux de slides qui vont venir s'intégrer selon les contextes des clients, qui peuvent être l'interlocuteur, qui peuvent être le marché. Voilà, principalement, on est autour de ça. Ça, c'est à peu près 70 à 80% de la proposition ou du message, que ce soit peu importe le média finalement. Le rôle du commercial, ça va être vraiment de travailler sur les 20 à 25% qui restent. C'est malgré tout utopique, à mon sens, de penser qu'on va avoir aujourd'hui un outil magique qui va faire à la fois de l'automatisation et de la personnalisation. Parce que finalement, tout l'enjeu du commercial, c'est de travailler sur ces 25%. Voilà. Donc, et il y travaille comment? Il y travaille par ces questions de découverte. Et puis, il y travaille dans la restitution qui se fait derrière. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une petite astuce à donner. Moi, je trouve que la proposition commerciale, c'est quelque chose qui est très révélateur de toute la relation qu'il y a eu avec le prospect. Et donc, le point, c'est de se dire, si en tant que manager commercial, vous avez une chose à regarder en priorité, vous n'avez pas le temps pour X ou Y raison, ne regardez que la proposition commerciale, parce que vous allez voir finalement à la fois la compréhension des enjeux du client, la phase de découverte, la personnalisation, la notion de ROI, les prochaines étapes, etc. Toute cette restitution finalement de la relation. J'ai un manager commercial qui disait exactement la même chose que toi et qui était très très précis et précautionneux sur justement nos propositions commerciales. On tâchait d'en faire beaucoup et effectivement c'était cette ligne du cycle de vente qui regardait en particulier. Ouais. Je le conçois. C'est important notamment quand on veut séduire beaucoup de newbies et qu'il y a beaucoup de nouveaux logos qui rentrent dans le pipe. Et on parlait justement de newbies en lien avec un chiffre important. Votre revenu récurrent, il représente 90% de votre chiffre d'affaires. C'est normal c'est normal. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent lorsqu'on est en SaaS, mais il y a le besoin. C'est normal aussi pour vous d'installer la solution comme étant un standard chez vos clients. Comment est-ce que tes commerciaux font pour que les prospects se projettent avec vous et que vous renforciez vos ventes additionnelles et transverses? On utilise des méthodes qui sont quand même, je pense, assez standards. Le fait de se projeter, les ventes qu'on pratique, on va dire qu'elles se font en deux temps.
il va y avoir une phase qui va être de créer un écart important entre la situation actuelle du client et puis là où on veut finalement l'emmener. Donc il y a un côté un peu électrochoc volontaire, petit coup de taser pour créer tout de suite un écart. Ça c'est la première partie. Mais rapidement, il faut revenir à une deuxième vente finalement qui va être une vente plus rassurante sur en partant avec nous, vous n'allez pas vous tromper. Voilà. Et donc la question derrière, c'est de se dire comment est-ce qu'on est rassurant finalement par la preuve. Et donc dans les éléments de preuve, il y a différents leviers, notamment la démonstration, qui est un élément de preuve hyper puissant, ou également la mise en relation entre clients, enfin un prospect et un client, qui est quelque chose qu'on pratique aussi ponctuellement, qui marche bien, où finalement c'est un pair qui va expliquer comment lui a mis en place la solution. Et ça amène beaucoup de valeur. Ouais. Ce qu'on appelle en anglais le référal, et j'ai pas la traduction là en français. La recommandation client ? Ouais, c'est ça va être ouais, exactement. Recommandation, c'est une sorte de prise de référence finalement. Ça, tu l'as mis en place dans tes expériences commerciales précédentes et tu continues de le faire chez Opportunity, j'imagine. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des bonnes pratiques justement pour réussir à s'appuyer sur ces clients existants pour développer son portefeuille de futures opportunités ? Alors, on parle, là, encore une fois, on parle de nos clients, on va dire les clients promoteurs. Ouais. Voilà. Ceux qui sont amenés à passer un peu plus de temps avec nous pour nous expliquer leurs enjeux, qui nous donnent un peu plus d'infos sur leurs problématiques. Ces clients-là, souvent, ils aiment bien aussi finalement parler et partager leur expérience. Et c'est souvent des bons leviers, des bons ambassadeurs pour amener ce type de discussion. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est important de les identifier et de se reposer là-dessus. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu plus de Sales Enablement. C'était aussi dans nos questions principales pour préparer cet épisode. Si on parle un peu outillage, c'est une question que je réserve d'habitude à la fin de notre épisode, mais d'ailleurs on va s'en approcher doucement. Quels sont les outils indispensables pour une force de vente selon toi ? J'évoquais Zoom Info et LinkedIn Sales Navigator tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie de votre armada ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors nous on utilise des outils assez classiques. On va utiliser Casper pour les coordonnées. On n'a pas d'outil de Sales Enablement aujourd'hui en place, en tout cas pas encore. Pas de Mojo, de Gong. Alors Mojo, c'est des choses qu'on étudie. Voilà, je fais un petit clin d'œil au commercial de Mojo que j'ai régulièrement au téléphone. Mais voilà, c'est des choses qu'on regarde. On est parti, comme toujours, il fallait prioriser en arrivant. On est parti sur des supports assez classiques, du SharePoint, du PowerPoint, du Teams pour l'instant dans nos outils. On utilise Casper Nomination pour récupérer de la donnée. Voilà, pour l'instant, on est assez classique dans nos outils. La force commerciale est quand même assez... ça reste des forces commerciales de proximité. Et donc, par rapport à des équipes avec plusieurs dizaines ou centaines de commerciaux, cette notion d'industrialisation, elle est encore un peu moins indispensable, on va dire, aujourd'hui, mais ça va venir progressivement. Ouais. On le disait tout à l'heure, depuis presque une quinzaine d'années que tu es dans la vente, c'est quoi les évolutions pour toi dans le métier de commercial ? On parle souvent d'une taylorisation du métier de la vente, et tout à l'heure, on se disait que tu réfléchissais à justement avoir une nouvelle équipe pour déclencher du nouveau business et à la fois motiver tes commerciaux actuels pour qu'eux aillent chercher des nouvelles opportunités. Quelles sont pour toi les évolutions du métier de commercial ? Moi, je trouve que de manière très simple, on est passé du métier d'artiste au métier d'artisan vis-à-vis du commerce, où il y avait une certaine improvisation finalement du commercial. Et aujourd'hui, c'est plus de moins en moins le cas, en tout cas, où on est plutôt artisan avec un travail du geste qui est répété et qui amène une excellence finalement au bout de ça. Donc c'est une évolution qui est majeure. Évidemment, il y a plus d'outils aujourd'hui qui aident les commerciaux, plus de process. Il faut avoir quand même une double lecture de tout ça, dans le sens où, in fine, les commerciaux doivent toujours garder une sorte de feu sacré, je vais le dire comme ça, pour aller chercher du business, et que les outils feront pas la vente. On dit la tchatch Non, pas trop. Alors pas vraiment la tchatch, c'est plutôt vraiment une envie de réussir, quoi. Voilà, quelque chose qui est profond, qui fait partie des tripes. La fin. Voilà, c'est ça, exactement. La fin, la niaque, l'envie de réussir et prêt à tout pour réussir, ou en tout cas vraiment se donner les moyens d'aller loin. Et je pense que ça, c'est vraiment la base du métier de commercial. Tous les outils du monde amèneront pas
pourront pas combler finalement ce feu sacré des commerciaux à vouloir gagner, quoi. J'espère que tu n'as pas trop motivé les commerciaux qui nous écoutent et qui cherchent à te prospecter comme le commercial dont on parlait tout à l'heure. Et tu penses que côté client, qu'est-ce qui a changé? On parlait de mass mailing tout à l'heure qui a tendance à quand même à être un peu démodé désormais. Est-ce que tu vois d'autres dynamiques de ce genre? Côté client, il y a, à mon sens, il y a plus de bruit, plus d'informations entrantes, moins de temps consacré à la réflexion, et donc il y a une sorte de brouhaha qui vient en permanence donner l'impression que le client ou le prospect est bien alimenté sur le marché, mais finalement ça reste un bruit ambiant, et la difficulté c'est que la voix du commercial elle doit vraiment s'élever au-dessus de ce bruit ambiant, d'où la vente en 2 temps dont je parlais, qui consiste à choquer, où finalement on va marquer un temps et un écart par rapport à ce bruit ambiant pour attirer l'attention, et ensuite revenir à une vente un peu plus classique. Mais il faut passer par cette étape de surprise, d'étonnement vis-à-vis du prospect. Ouais. Je me permettrai de réutiliser cette réponse parce que c'était parfaitement résumé. Comment est-ce que tu vois les nouveaux métiers de la vente justement impacter cette évolution du métier de commercial? On parlait de mutualisation pour optimiser le temps des commerciaux parce qu'ils passent de plus en plus de temps à préparer leur vente que finalement à négocier et à vendre. Et il y a des nouveaux métiers comme SalesOps et il y a des nouvelles solutions comme la vôtre. Comment est-ce que tu vois ça? Alors, SalesOps, évidemment, je suis favorable à ce métier-là. Je l'ai moi-même exercé. Voilà. Assez tôt d'ailleurs, par rapport au fait que c'est devenu très à la mode désormais. Ouais, c'est vrai. L'enjeu de ce métier-là, comme toujours, c'est qu'on amène évidemment plus de process, plus de tracking, de suivi dans les méthodes. Il faut toujours garder cette double lecture, au-delà des chiffres. Qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Voilà. Il y a d'ailleurs 2 profils de SalesOps. Il y a des personnes qui viennent plutôt du monde de l'analyse, du business analyst, et puis il y a des personnes qui viennent du commerce, comme c'était mon cas pour le coup. En tout cas, il faut toujours lier finalement ces chiffres à une réalité terrain, et la vérité, elle est souvent entre les deux. Certains chiffres peuvent faire plaisir, mais sur le terrain, il y a un gros décalage, et inversement. Et donc voilà, mon message c'est plutôt de garder cette double clé de lecture. Le SalesOps est un élément important parce que c'est un vrai appui aux managers commerciaux, dans le sens où il va amener quelque chose de très factuel. Les chiffres sont têtus, et ça va permettre d'être beaucoup plus orienté data pour les managers commerciaux, où on sait que les managers commerciaux ils sont pris par beaucoup de sujets en même temps, et le premier c'est aller faire du chiffre, aller sur le terrain. Donc voilà, il faut les aider à avoir cette vision large aussi et cette prise de recul. J'allais te le dire, c'est justement cette prise de recul objectif qui est vraiment mis en valeur par ces équipes transverses-là. On parlait des salons et des événements tout à l'heure, on parlait du fameux salon à Cannes où il y a quelques jours justement du salon de la relation client. Comment est-ce que tes équipes elles se préparent? C'est quoi un peu les meilleures pratiques pour réussir à convaincre en live? On parle de pitch de l'ascenseur, je ne vais pas le dire en anglais, mais je pense que vous savez tous de quoi je parle. Comment est-ce qu'on évalue aussi le ROI, donc le retour sur investissement de ces actions? Est-ce que par exemple vous mettez aussi en place des événements de votre côté? Et comment est-ce que tu calcules tout cela? Alors, vaste question, le ROI, c'est une question qui revient toujours. Pour répondre à comment ça se prépare, pour moi le salon, tout se joue avant le salon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà le fait d'être visible avant le salon, et de déjà caler des rendez-vous à des créneaux précis pendant le salon. C'est-à-dire que la pire réponse, c'est le prospect qui dit « Oui, je passerai vous voir sur le stand », sauf qu'en fait, on sait très bien comment ça se passe le jour J. Il est tiré par la manche par 5 autres confrères, et puis finalement, il n'a pas le temps de nous voir, et on le rate. En bloquant un créneau précis, voilà, une invitation à Outlook, on sait qu'il va venir à telle heure sur le stand, et ça permet de l'accueillir aussi dans des meilleures conditions. Donc tout se prépare avant, il faut être visible, et il faut si possible caler des rendez-vous le jour J et en avance. Deuxième élément, ça va être évidemment du travail de pitch. Il n'y a rien de pire finalement qu'un salon où on reste de manière ultra passive derrière son manche de houx. L'objectif, c'est au contraire d'aller dans les allées, de susciter de l'intérêt, etc. Et ça se travaille, ça s'improvise pas. Donc on va avoir finalement des questions bris de glace qui vont susciter de la sympathie, attirer le regard et qui vont permettre d'enclencher une conversation. Et ça, c'est de l'entraînement et du brief d'avant salon finalement. Il y a des commerciaux qui sont très forts par téléphone pour faire ça, mais beaucoup moins forts en présentiel. C'est pas forcément facile à instiguer auprès de sa force de vente. Si tu as des tips pour le faire, n'hésite pas. Ouais, ça, c'est vraiment des choses qui se travaillent. Le fait d'avoir des goodies un peu amusants sur le stand peut être aussi un moyen de briser la glace, un peu sympa. Ça suscite de la sympathie et donc ça permet d'enchaîner sur de la conversation. Mais comme toujours, ça se travaille.
Et puis voilà, quand il y a de la bienveillance aussi dans le fait de s'entraîner. Voilà, nous on avait la petite blague, on va dire, sur le dernier salon avec un ou deux commerciaux, on s'est dit le premier qui prend un gros vent marque 1 point, le premier qui arrive à 3 points gagne. Voilà, c'était ça. Donc le but c'était vraiment de dire un grand bonjour à une personne qui passe dans l'allée et puis de prendre un vent monumental de manière à vraiment désacraliser l'échec et on en devient, voilà, ça devient vraiment amusant de se dire bon bah zut, j'ai pris un vent mais finalement j'ai gagné mon petit challenge. L'enjeu est complètement différent quand on met en place ce type de petit jeu sympa, quoi. Le manager commercial dont je parlais tout à l'heure, qui était très précautionneux sur nos propositions commerciales, il avait un petit jeu pareil, c'était les distributions de flyers. Il disait que ça pouvait justement permettre de, entre guillemets, percer cette bulle de timidité qu'on peut avoir, et ça peut être assez utile. Je reviens sur les chiffres un peu impressionnants de votre machine de vente et un peu sur nos questions de fin. On les évoquait, 10% de votre revenu est généré de manière récurrente. Vous faites 23 millions d'euros de chiffre d'affaires avec seulement une équipe d'une quinzaine de personnes dans votre force commerciale. Je crois que je ne me trompe pas si je dis que le panier moyen il est autour de 50 000 euros chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres impressionnants dans ta machine commerciale qui peuvent témoigner justement de la force de tes commerciaux? On a un niveau de rétention qui est très élevé également. Le fait, en particulier sur les grands comptes, on met en place un suivi qui est hyper proche. Le fait d'avoir aussi une équipe dédiée finalement à ce suivi, qu'organise des comités de pilotage tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est important. Tout le monde est aussi investi à tous les niveaux dans l'entreprise vers le business, que ce soit le fondateur, le directeur général, adjoint, moi-même. Et donc on intervient et on mouille le maillot à tous les niveaux et à tous les échelons dans l'entreprise. Il n'y a rien de pire que d'être dépendant de 1 ou 2 interlocuteurs chez un client. Et il faut être à différents niveaux, visible régulièrement pour arriver à créer cette proximité. Et en cas de potentiel problème, on sait que à un niveau ou à un autre, on va être appelé et ça permettra finalement de désarmer un peu un conflit éventuel et donc d'assurer la satisfaction et le maintien du parc. Je passe vraiment à mes questions de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné s'il y a par exemple un ancien manager qui t'a donné un super conseil qui a marqué ta carrière et qui t'a servi par la suite? Ouais, j'ai en tête un cas très précis. C'est un de mes premiers patrons, très très charismatique, et il me prenait souvent l'image du hamster dans la roue. Donc en fait, ce qu'il voulait me dire à travers ça, et finalement je l'ai compris réellement et je continue à en apprendre de ce conseil tous les jours, c'était que certaines situations, elles ont tendance à s'enliser parce qu'à un moment, un interlocuteur, une personne va finalement ne pas avancer ou ne pas avoir le recul nécessaire. Et moi, mon rôle, en tout cas le rôle qu'on doit tous avoir, c'est de prendre du recul et de faire appel aux bonnes personnes pour justement prendre de la hauteur par rapport à ce petit hamster qui tourne dans la roue, donc qui fait beaucoup d'efforts mais qui avance pas d'1 mètre. Donc voilà, faites bien attention aux hamsters qui tournent dans la roue. Et à prioriser, on se le disait tout à l'heure, beaucoup de choses sont urgentes, mais laquelle est la plus importante? Et dernier petit conseil que je voulais te demander, s'il y avait quelque chose que tu pouvais te dire, c'est ce que j'appelle un peu le conseil flashback, s'il y a quelque chose que tu pouvais te dire à toi-même au moment où tu commences justement dans la vente, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je me dirais... qu'on continue à rester focus et perd pas ton objectif de vue. Avec le recul, je me rends compte que les commerciaux qui réussissent sont ceux qui se dispersent le moins. C'est un métier qui est très difficile parce qu'on est sans cesse tenté et tiré par la manche par de nombreux partis, et donc on a toutes les raisons de se disperser, mais voilà, il faut vraiment rester focus sur son objectif. La plupart des commerciaux ont cet objectif de développement de business, et donc 80% du temps doit être consacré à ce développement du business. Voilà. Clair et net, on passe à ma dernière question, la question entre guillemets culture. Est-ce que tu as des livres, peut-être même des films, des séries à recommander à nos auditeurs pour stimuler leur ambition commerciale? Alors, quelques livres. Des collègues m'ont offert il y a pas très longtemps un livre qui s'appelle « Viser le sommet », qui est un livre de Vincent Desportes, qui est général et professeur à Sciences Po et HEC, et puis Christine Kerdelan, qui est rédactrice aux Échos. Et en fait, c'est finalement tout le côté stratégique et des interviews d'hommes politiques, de militaires, d'entrepreneurs sur leur vision de la stratégie et de la tactique. Donc on a les deux aspects dans ce livre-là. Alors je sais pas s'ils me l'ont offert pour justement viser le sommet, ou si parce que sous la couverture il y a une photo de Napoléon Bonaparte en lien avec mes origines corses. Enfin voilà, la vérité peut-être entre les deux.
C'est peut-être sur devant la couverture. Est-ce qu'il y a un autre livre que tu recommandes ou une lecture Assez classique, le Challenger Sales qui fait partie des références. Et puis j'ai lu il y a pas très longtemps un livre de Nicolas Caron qui est Lève-toi et prospecte. En fait, au-delà du contenu du livre, moi ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un vrai vent de fraîcheur et d'état d'esprit. Voilà, plus que de méthode, un vrai état d'esprit de commercial. Et quand je parlais tout à l'heure du feu sacré, de cette flamme sacrée, je trouve qu'elle est assez bien expliquée par Nicolas Caron dans ce livre-là, quoi. Parfait. Merci beaucoup Romain pour toutes ces réponses. Je pense que ce feu sacré, tu l'as bien incarné dans ce podcast et tes conseils, j'espère, aideront bien tout le monde. Je vais te prendre le mot de la fin pour rappeler à tous nos auditeurs, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, de nous laisser un commentaire et une note. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour les extraits best-of de cet épisode et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. Et à très bientôt et bien sûr, vive la vente!